Bonjour à tous, bienvenue ce matin pour participer à notre nouvelle séance Air Légal consacrée ce mois-ci aux imprévus sur les chantiers en marché public. Oui, je vous remercie. Bonjour à tous. Merci d'être présents de si bon matin. Je vais commencer la présentation par vous présenter notre fil conducteur qui rappellera peut-être à certains une actualité récente. Donc, ce jour, le fil conducteur, c'est la société Good Construction qui est un entrepreneur général et qui est chargé de réaliser une nouvelle maison des parlementaires en Flandre. Alors, en cours de marché, le pouvoir adjudicateur va solliciter plusieurs modifications à regard d'une clause de révision ou non, on verra. Pour l'exécution de son marché, Good Construction, qui est entrepreneur général, a besoin de certains corps de métier spécifiques et fait appel au mécanisme de la sous-traitance. Alors, en cours d'exécution, Good Construction va être confronté à des circonstances imprévisibles. On va voir comment réagir à ce moment-là. Et enfin, on terminera par la question des ordres modificatifs et comment le pouvoir adjudicateur doit-il les formaliser. Donc, on va entamer tout de suite avec la première question qui est: quelles sont les applications de la régularité des modifications du marché en termes de conditions, de risques et de choix à faire? Vaste programme, mais qui est relativement simple, je vous rassure. Et donc, dans le cadre de son chantier, la société Good Construction est confrontée à plusieurs modifications du marché en cours d'exécution par le pouvoir adjudicateur. Alors, quel est le principe des modifications des marchés? Est-ce que c'est permis? On va voir ça. Donc, il faut savoir qu'un marché public, en principe, est quelque chose qui est passé à forfait sans qu'on puisse, en principe, le modifier. Alors, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi marché public de 2016 en 2017, l'arrêté royal de 2013 qui est relatif à l'exécution des marchés publics a vu modifier son article 37 qui prévoit la possibilité de modifier le marché selon les cas prévus par les articles 38-1 et suivants du Règlement général d'exécution des marchés publics, autrement appelé RGE. Alors, cette section va prévoir deux types de modifications. Donc, certaines modifications qui sont prévues par les articles 37, 38, 38-1 et suivants du RGE et qui prévoient les révisions et clauses de réexamen. Et alors, vous avez ce qui était prévu par l'ancienne réglementation, mais qui n'a jamais disparu, pour les marchés de travaux spécifiquement, puisque les mécanismes prévus pour les articles 37 et suivants du RGE sont, eux, quant à eux, applicables à l'ensemble des types de marchés. Donc, je vous les rappelle, le marché de travaux, marché de services ou marché de fourniture. L'article 80, lui, ne s'applique que pour les marchés publics de travaux. Donc, il y a déjà une limitation dans l'objet de l'article 80 du RGE. Alors, pour les articles 37 et suivants, donc c'est les marchés qui peuvent être modifiés par des clauses de réexamen. Alors, il y a une ratio legis importante pour ces clauses de réexamen, c'est qu'elles doivent être prévues dès le début du marché, puisque tous les soumissionnaires doivent être sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Et ça ne peut pas donc pas être prévu par après. Alors, dans certains cas, si elles ne sont pas prévues, la loi va indiquer qu'elles sont prévues de base dans le marché, que si elles ne sont pas indiquées dans les documents du marché, elles sont présumées exister. Mais donc le principe, c'est qu'elles doivent, en tout état de cause, être prévues, puisque la loi va prévoir certaines exceptions, notamment pour les clauses de révision d'indexation. Vous avez par exemple l'hypothèse d'un marché dont le délai d'exécution est de moins de 120 jours ouvrables. En principe, dans ce type de marché, vous n'avez pas de clause d'indexation, sauf si elle est prévue. Dans les autres cas, marché supérieur à 120 jours ouvrables d'exécution, à ce moment-là, la clause de révision, la clause d'indexation, pardon, est de droit. Et si elle n'est pas écrite, elle est réputée pourtant écrite et c'est le texte qui le prévoit. Alors, dans ces modifications des articles 38 et suivants du RGE, vous avez encore deux sous-catégories. Donc, le principe, c'est on fait une modification du marché sans passer à un nouveau marché public.
Donc, c'est une dérogation au principe du forfait et d'intangibilité des marchés. Et donc, ici, il y a une première exécution qui est une première sous-exception, pardon, qui sont celles prévues sans clause de réexamen et celles prévues avec clause de réexamen. Alors, pour les modifications prévues sans clause de réexamen qui nous intéressent notamment dans cette première question, vous avez Hem, les modifications prévues à l'article 38.1, donc c'est ce qu'on appelle les travaux complémentaires. Donc ce sont des travaux qui sont devenus nécessaires dans le cadre de l'exécution du marché et pour lequel un changement de concontractant ne serait pas possible. Donc vous avez un marché, il est tellement avancé dans certains et vous avez des travaux qui sont complémentaires, mais demander à un autre opérateur privé d'intervenir serait totalement ruineux et contre-productif. À ce moment-là, on peut partir sur l'hypothèse des travaux complémentaires. Il y a une condition, il y a un garde-fou, ces travaux complémentaires ne doivent pas augmenter la valeur du marché initial de plus de 50. Donc si vous avez un marché de 100 000 €, les travaux complémentaires qu'on peut commander sont plafonnés à 50 000 €. Alors, vous avez certaines circonstances également imprévisibles qui ne modifient pas la nature globale du marché. Alors, modification de la nature globale du marché, on a eu un exemple finalement, assez récent avec la gare de Mons où on avait prévu un marché pour une passerelle. Alors, bon, on ne parlait pas ici de circonstances imprévisibles, mais venir construire une gare autour de cette passerelle, pardon, n'était pas prévu dans le marché initial. Donc là, ici, on a aussi, finalement, on est dans un cas où on ne pourrait pas invoquer le 38.2. Et alors, le 38.3, on n'en parle pas puisqu'ici, cela concerne le changement d'adjudicataire du marché. Donc ça, c'est autre chose. On change clairement l'opérateur, mais ça, c'est de l'accord des parties, du pouvoir adjudicateur et de l'adjudicataire. C'est pas un cas qui rentre ici en cause. Vous avez les modifications qu'on appelle de minime importance, qui sont la règle des minimis. Alors ça, c'est prévu par l'article 38.4. Et donc, cette modification, c'est un marché qui est sous le seuil européen. Donc, ce sont dans les marchés soumis à la publicité belge. Donc, par exemple, pour un marché de travaux, les marchés d'un montant inférieur à 5 millions d'euros. Alors, les modifications, vous pouvez avoir plusieurs modifications, mais le montant cumulé des modifications doit respecter le seuil de 15% de la valeur initiale du marché. Et alors, vous avez également la question des modifications non substantielles. Donc ça, ce sont les modifications qui ne changent pas la nature globale du marché. Notamment, on parle des conditions de paiement et autres. Par exemple, ça, c'est une modification de nature globale. Ou alors de modifications qui, si elles avaient existé, auraient pu permettre d'obtenir, d'élargir la concurrence et à d'autres opérateurs éventuellement de soumissionner. À ce moment-là, on estime que effectivement les modifications sont substantielles et donc ne sont pas permis par la réglementation. Alors, vous avez également les modifications avec clause de réexamen qui sont prévues par les articles 38.7 pardon, et suivants du RGE. Et donc, vous avez notamment la clause d'indexation, les circonstances imprévisibles sur lesquelles Maître Fatalini va revenir, ou les suspensions du marché, ou les retards du pouvoir adjudicateur. Alors, quand vous avez une modification avec clause de réexamen, il n'y a pas de problème de valeur, donc il n'y a pas de montant maximum pour la modification. Maintenant, le législateur encadre la rédaction de la clause de réexamen, puisqu'on demande qu'elle soit claire, précise et univoque. Et donc, claire, précise et univoque, c'est par rapport à son champ d'application. Donc, celui-ci ne doit pas prêter à confusion et à la nature des modifications possibles. Et alors, elle ne doit pas être soumise à l'interprétation. C'est pour ça qu'on demande qu'elle soit univoque. Et ça, c'est rappelé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a rendu un arrêt de principe en 2004. Il a fallu du temps avant que ce soit intégré dans le droit belge. Mais donc, ça, voilà, vous avez le principe qui permet éventuellement de prévoir une clause de réexamen dans les cas prévus par la loi, notamment pour les clauses d'indexation et autres. Alors,
Autre petite modification qui peut avoir son importance, qui n'est pas vraiment prévue dans les articles 38, mais dont on parle quand même, c'est la diminution de l'entreprise. Alors la diminution de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Vous avez des travaux qui sont commandés initialement par le pouvoir adjudicateur, mais qui finalement en cours d'exécution ne sont plus réclamés. Il s'agit d'une diminution du montant de l'entreprise, donc ça veut dire que l'adjudicataire perd un bénéfice escompté. À ce moment-là, c'est l'article 81 du RGE qui règle la question. Et l'indemnisation prévue pour l'adjudicataire est de 10% du montant de la diminution de l'entreprise. Alors, on ne tient pas compte, pour ce calcul, du fait qu'on commanderait des travaux supplémentaires par après qui ferait que, in fine, l'adjudicataire aurait fait des travaux pour un montant supérieur à ce qui était prévu dans la commande de base. Donc toute diminution permet d'obtenir 10% d'indemnisation par rapport à cette diminution. Donc si vous avez une commande de 100 000 € et qu'on retire de la commande pour 10 000 € de prestation, l'adjudicataire a droit à une indemnisation de 1 000 €. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Maître Fatalini qui va voir avec vous les deuxième et troisième questions. Oui, bonjour à tous. Donc, on va aborder donc, quelles sont les exigences en matière de sous-traitance, notamment dans le cadre des marchés publics. On va revenir sur notre fil conducteur. Donc, c'était la société Goût de Construction, qui était une entreprise générale chargée de réaliser une nouvelle maison des parlementaires en Flandre. Et pour l'exécution de son marché, elle souhaite recourir au mécanisme de la sous-traitance. Alors, on va en aborder le principe et les exceptions. Alors, le principe en matière de sous-traitance en marché public, c'est la liberté. Ça signifie trois choses. Premièrement, c'est la liberté d'y recourir ou non. Secondement, c'est la liberté dans le choix de ses sous-traitants. Alors, il a été jugé dans un arrêt de 1996 du Conseil d'État qu'aucune disposition légale et réglementaire ne permet au pouvoir adjudicateur de refuser tel ou tel sous-traitant qui serait proposé par un soumissionnaire. Alors, c'est évidemment un principe qui est assorti d'exceptions. On reviendra sur les exceptions quand on abordera les restrictions à la sous-traitance. Et troisième principe qui découle de la liberté, c'est quelle est l'étendue de la sous-traitance? Peut-on sous-traiter tout ou partie du marché? Alors, on peut sous-traiter tout le marché si on est l'adjudicataire. Le sous-traitant, lui, ne peut pas sous-traiter toute la partie qui lui est remise par l'adjudicataire principal. Donc, un arrêt de la CJUE que vous voyez ici sur le slide nous explique que le droit de l'Union n'ouvre pas la faculté de limiter le recours à une part abstraite du marché. Donc, en fait, un pouvoir adjudicateur ne peut pas dire il n'est pas possible de sous-traiter, par exemple, 30% du marché. C'était un arrêt en Italie, cet arrêt, donc un arrêt italien de la CJUE qui disait que le pouvoir adjudicateur avait limité à 30% la part qui pouvait être sous-traitée. La Cour a répondu que non, ce n'était pas possible, c'était contraire au droit de l'Union. Alors, pourquoi est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne aborde cette question de la sous-traitance? C'est pour préserver la concurrence, parce qu'en fait, elle voit dans la concurrence un mécanisme qui permet aux PME d'accéder à des marchés publics auxquels elles n'auraient pas pu se missionner tout seules parce qu'ils seraient trop petits ou parce que le marché serait trop gros. Et donc, ça permet de préserver la concurrence. Donc, une fois le sous-traitant choisi, il faut garder en tête qu'au stade de l'exécution du marché, l'opération pour le pouvoir adjudicateur doit être neutre. Alors ça, c'est très important parce que quand je dis neutre, c'est sur le plan de la responsabilité. Il n'y a aucun lien contractuel entre un pouvoir adjudicateur et le sous-traitant de l'adjudicataire. Le fait qu'un adjudicataire confie tout ou partie du marché à un sous-traitant ne le dégage pas de sa responsabilité. C'est l'article 12 des RGE, des règles générales d'exécution. Cela implique, par exemple, qu'en cours d'exécution, si il s'avère qu'il y a des malfaçons et que le pouvoir adjudicateur devait citer en justice l'adjudicataire, l'adjudicataire, lui serait loisible d'attraire à la cause son sous-traitant, mais le pouvoir adjudicateur, lui, son seul interlocuteur, c'est l'adjudicataire. Donc, si la liberté est de principe, mais évidemment, elle n'est pas absolue, on ne fait pas totalement ce qu'on veut. C'est assorti d'exceptions et de restrictions. On va essayer d'en dessiner un peu les contours. Première restriction, l'adjudicataire doit, dans son offre, ou au maximum jusqu'au début de l'exécution, lister ses sous-traitants. Article 12/1 des règles générales d'exécution. Donc, cela incombe directement à l'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur ne doit même pas en faire la demande. Alors, cela ne touche pas uniquement le premier sous-traitant. S'il y a une chaîne de sous-traitants, le soumissionnaire doit également prévoir dans sa liste les sous-traitants des sous-traitants.
Si on est au-dessus des seuils européens, de toute façon, cela se fait via le DUM. Deuxièmement, il existe des exigences. Alors, même en matière de sous-traitance, on ne peut pas se départir des règles relatives à l'agréation et à la sélection qualitative. C'est pas parce qu'on sous-traite qu'on pourrait se départir de cela. Cela implique concrètement plusieurs choses. Premièrement, le pouvoir adjudicateur vérifie s'il existe dans le chef des sous-traitants des motifs d'exclusion. Ça, c'est obligatoire. Alors, et s'il y en a effectivement un, le pouvoir adjudicateur demande que ce sous-traitant en question soit remplacé. Et si vous ne le faites pas, c'est assorti de sanctions, puisqu'il y a une pénalité de 0,2% du montant du marché par jour d'inexécution, qui peut aller jusqu'à 5 000 € par jour, selon le montant du marché. Le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'un sous-traitant satisfasse aux exigences techniques et professionnelles requises dans le cahier spécial des charges. Et en matière de travaux, il y a une exigence supplémentaire qui est reprise à l'article 13 des règles générales d'exécution. Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie du marché à un entrepreneur exclu des dispositions de la législation concernant la création de travaux. Donc, s'il y a un problème de classe, il se peut que le pouvoir adjudicateur doive refuser la sous-traitance. Alors, il y a deux façons de remédier à un problème de classe. Il y a une façon qu'on peut dire classique ou prudente. Alors, il y a 3 conseils pratiques qu'on peut donner à ce stade. Il faut vérifier que les sous-traitants avec qui vous sous-traitez habituellement disposent effectivement de l'agréation. Dans la négative, s'ils ne l'ont pas, vous les invitez à introduire une demande rapidement jusqu'à notification d'attribution. Ça, c'est la solution un peu plus prudente. Donc, il faut disposer de la classe d'agréation jusqu'au moment où la notification d'attribution intervient. Alors, comment demander une agréation? Il faut demander les formulaires au secrétariat de la commission d'agréation. Mais il y a aussi, donc ça c'est la solution plus prudente pour ce qui est un problème de classe, il y a aussi la solution de la société momentanée. En cas de carence de sous-traitants agréés dans la bonne classe, vous pouvez les associer en société simple, car les règles relatives à la sous-traitance ne sont pas applicables. C'est l'article 12/3 des règles générales d'exécution. Cela permet d'avoir un sous-traitant dans la bonne classe, malgré le fait qu'individuellement, ils ne l'ont pas. Alors, exemple, vous avez 2 sous-traitants en classe 6, mais le cahier spécial des charges demande une classe 7. Alors, on associe en société momentanée les 2 sous-traitants, et l'article 11 de la loi sur l'agréation prévoit qu'automatiquement, ils sont réputés avoir la classe immédiatement supérieure, donc la classe 7. Alors qu'au départ, on avait 2 sous-traitants en classe 6 qui, individuellement, n'auraient pas pu participer. Troisième restriction, c'est la limitation de la chaîne de sous-traitants. Alors, depuis 2017, pour lutter contre le dumping social, on a introduit cette restriction. On veut éviter les longues chaînes de sous-traitants pour ne pas se retrouver, par exemple, avec un dernier sous-traitant qui pratique des prix déloyaux. La Cour de justice de l'Union européenne ne s'est jamais vraiment prononcée sur ce sujet, enfin, pas vraiment clairement du moins, mais un commentaire des règles générales d'exécution nous dit que l'atteinte à la liberté de sous-traitance est proportionnelle à l'objectif poursuivi. À nouveau, ici, on pourrait s'en sortir juridiquement avec la solution de combinaison et de société momentanée. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, le sous-traitant ne peut pas confier à un autre sous-traitant la totalité du marché. Il ne peut pas non plus tout confier, sauf la coordination. Pardon. Donc, il ne peut pas dire moi, je coordonne juste et les travaux principaux vont être réalisés par le sous-traitant. Ça, ce n'est pas possible non plus. Et la chaîne de sous-traitants est limitée à 2, 3 ou 4 niveaux selon le cas. Alors, en marché de travaux, c'est souvent 3 niveaux de sous-traitance qui est autorisé. Donc, quand on dit 3 niveaux de sous-traitance, l'adjudicataire, c'est le niveau 0. Puis, il y a le sous-traitant numéro 1 qui est sous-traitant direct de l'adjudicataire, puis sous-traitant numéro 2 et sous-traitant numéro 3. Dans certains cas, on pourrait demander un 4e niveau de sous-traitance dans le cas de circonstances imprévisibles. On va y revenir dans le cadre de la 3e question. Ou en cas d'accord écrit avec le pouvoir adjudicataire. Alors, je vais directement passer à la question numéro 3, qui concerne la gestion des imprévus et les éléments qui doivent être pris en compte. Alors, notre fil conducteur, on va y revenir. Dans le cadre de cette question, donc toujours dans la construction d'une maison des parlementaires en Flandre, lors de la réalisation des fondations, l'entrepreneur découvre sur le terrain une citerne d'hydrocarbures non déclarée et non décelée malgré des sondages préalables qui avaient eu lieu. Alors, manifestement, rien n'est plus imminent que l'impossible avec cette maison des parlementaires. Et donc, on se demande, est-ce que cette circonstance est une circonstance imprévisible qui pourrait donner lieu à une révision du marché?
Alors, on va définir d'abord ce qui est qu'est-ce qu'un imprévu en droit, et on verra ensuite qu'est-ce qui est à disposition des parties pour faire face à cet imprévu. Mais d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'un imprévu, parce que toutes les situations qui pourraient a priori être considérées comme imprévisibles ne le sont pas en fait. Donc en fait, il faut qu'il y ait un bouleversement d'équilibre contractuel et cela reprend deux notions, la notion de circonstance imprévisible et la notion de préjudice important. Alors, une circonstance imprévisible, on retrouve une définition des circonstances imprévisibles dans le droit de l'Union. Les circonstances imprévisibles sont celles que le pouvoir adjudicateur, bien qu'ayant fait preuve de diligence raisonnable lors de la préparation du marché initial, n'aurait pu prévoir compte tenu des moyens à sa disposition et de la nature et des caractéristiques du projet particulier et des bonnes pratiques du secteur. Alors, bon, quand on a dit ça, on a un peu rien dit. Ça ne nous avance pas trop. C'est une définition générale qui doit être affinée par la pratique. On voit qu'en fait, il y a une grande part d'appréciation qui est laissée à chaque cas d'espèce. On voit que c'est une matière qui est très casuistique, qui va dépendre vraiment de chaque circonstance. Et donc, pour vous fournir un aperçu pratique de la réglementation des marchés publics en matière de circonstances imprévisibles, on va aborder 4 exemples qui reprend notre fil conducteur, notamment. Donc, le premier exemple, c'est la qualité du sol. En cours de chantier, donc, des études sont réalisées, on se rend compte qu'en fait, il y a une citerne d'hydrocarbures, il y aurait un sol à dépolluer qui, malgré des études de sol, n'avait pas été décelé. Le poste relatif à la dépollution risque d'exploser. Donc, on se demande, voilà, est-ce qu'on peut revoir le marché dans ces conditions? Vous n'avez pas prévu cela dans vos coûts, donc manifestement, ça t'a prévu. Alors, en matière de qualité de sol, il y a beaucoup de discussions pour savoir si un fait imputable à l'adjudicateur aurait insuffisamment étudié le projet ou d'un manquement d'adjudicataire dans les études à sa charge. La jurisprudence a tendance à limiter la responsabilité de l'adjudicataire aux recherches qu'il pouvait réellement faire pour remettre son offre. Donc, la jurisprudence a tendance à considérer que si en plus des études qui ont déjà été réalisées, on découvre des découvertes inattendues en matière de qualité de sol, on va considérer ça comme une circonstance imprévisible. Alors, d'autres cas pour vous permettre de voir un peu l'étendue de cette notion, vous faites des travaux de désamiantage, l'inventaire amiante obligatoire vous indique une quantité X, vous vous rendez compte en cours d'exécution que les quantités sont supérieures et que le poste relatif au désavantage va clairement exploser. Un arrêt de la Cour d'appel de Liège a décidé que la présence d'amiante en quantité supérieure que décrit dans l'inventaire amiante n'est pas une circonstance imprévisible, notamment dans le cas de désamiantage. On a considéré que c'était le risque pris par l'adjudicataire de découvrir qu'il y avait plus d'amiante que prévu. Autre cas qui, ici, est plutôt particulier, mais qui pourrait s'appliquer à toute la matière première. On s'était retrouvé en 2017 avec une hausse des prix des matières d'isolation thermique d'isolation thermique. Et donc, en cours de chantier, si les prix des matériaux d'isolation thermique augmentent brusquement, comment faire? Alors, une circulaire en 2017 avait été prise par le Premier ministre qui constatait l'augmentation considérable des prix et conseillait d'accorder une révision du marché si la formule de révision ne couvrait pas totalement cette hausse des prix. Donc, on a donc considéré que ça pouvait être pris comme une circonstance imprévisible. Alors, les conditions météorologiques, c'est une question qui est évidemment, les intempéries, c'est une question qui se pose régulièrement en matière de marché public de travaux. On va pas reprendre le régime intégral des intempéries, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'ancienne réglementation des marchés publics prévoyait que les intempéries, qu'il s'agisse de gel, neige, pluie, vent ou de chaleur, constituent une circonstance imprévisible à une condition, très importante, parce qu'il faut que cette neige, cette pluie, cette chaleur soient reconnues comme anormales pour le lieu et pour la saison. Donc, par exemple, si il commence à grêler en été, on pourrait considérer que c'est une circonstance imprévisible, puisque en été, au mois de juillet-août, il n'est pas prévu que l'on fasse face à ces conditions météorologiques. Donc, on voit bien que c'est une matière qui est mouvante, qui laisse place à l'interprétation au cas par cas. C'est vraiment très, très casuistique, parce qu'on part d'une définition générale.
d'autres exemples un peu en vrac, la maladie d'un gestionnaire de chantier ou le vol de matériel sur chantier ne sont pas considérés comme des circonstances imprévisibles dans la jurisprudence. Alors, voyons désormais quelles sont les mesures qui peuvent être prises en cas de circonstances imprévisibles. Donc, une fois qu'on a considéré que le cas dont on a à traiter est une circonstance imprévisible, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 3 possibilités. Première possibilité, c'est la révision du marché suite à une survenance d'une de ces circonstances imprévisibles. C'est l'arrêt 38/9, notamment lorsque c'est en défaveur de l'adjudicataire, et 38/10 concerne quand c'est en défaveur du pouvoir adjudicateur. Donc le champ d'application est repris à l'article 38/9, et il faut que 1. L'adjudicataire n'ait pas pu obvier aux circonstances de la crise actuelle et a fait toutes les diligences nécessaires pour l'éviter. Donc, il ne faut pas qu'il se soit mis lui-même, ou au moins en partie, dans le cas de circonstances imprévisibles. Et il faut que le préjudice subi soit très important. Alors, cette notion de préjudice important, il y a plusieurs manières de l'entrevoir. Pour les marchés de travaux repris et de services repris à l'annexe 1, il faut que ce soit au moins 2,5% du montant initial du marché. Pour les autres annexes, c'est 15% du montant. Et si le critère d'attribution dans le cahier spécial des charges, le critère principal, le critère prédominant était le critère des prix, alors on s'en réfère à la grille que vous voyez ici dans le PowerPoint. Donc, c'est 175 000 € pour les marchés dont le montant initial est supérieur à 7 millions, etc., etc. Je vous laisse voir le slide. Donc, dans ces cas, lorsqu'on est dans ces cas, donc lorsqu'on a pu obvier aux circonstances imprévisibles et que on a accédé à un certain montant de préjudice, alors la révision peut consister en une prolongation des délais d'exécution. Il va vous falloir quelques jours de plus, quelques mois de plus, ou toute autre forme de révision. On peut également demander la résiliation du marché. Alors, seconde possibilité, c'est la révision du marché lorsque l'adjudicateur ou l'adjudicataire a subi un retard ou un préjudice suite à des carences, lenteurs, faits quelconques qui peuvent être imputés à l'autre partie. Vous êtes un pouvoir adjudicateur, vous êtes un adjudicataire, l'autre partie commet des carences, des lenteurs ou des faits fautifs qui donc modifient le marché en lui-même. Ça, c'est réglé par l'article 38/11 des règles générales d'exécution. Et donc, à nouveau ici, on a les révisions, c'est plus ou moins les mêmes révisions que lors du cas numéro 1. Donc, c'est une prolongation de délai ou une réduction de délai, ça dépend. On peut également demander des dommages et intérêts pour compenser les carences et les lenteurs et les faits de l'autre partie. Et on peut également demander la résiliation du marché. Ensuite, en tout état de cause, donc, troisième possibilité, pardon, je vais revenir à la troisième possibilité, c'est l'arrêt de chantier indemnisable. Sur ordre du pouvoir adjudicateur, le marché est interrompu, enfin l'exécution du marché est interrompue, alors vous pouvez demander une indemnisation de l'arrêt de chantier, puisque ça peut vous causer un préjudice. Ensuite, en tout état de cause, ça, ce sont des mécanismes qui s'appliquent de prévu par la loi, mais en tout cas, vous pouvez prévoir un avenant. Donc, c'est-à-dire un contrat discuté avec l'autre partie, que ce soit l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur. C'est prévu à l'article 2.21 des règles générales d'exécution. On peut discuter ensemble de la manière dont on va traiter la circonstance imprévisible et l'organiser en soi. Et donc, notamment, ça a fait l'objet des conditions météorologiques. Donc voilà, il y avait des intempéries sur un chantier, dans un arrêt ici que vous voyez ici, donc à Mons en février 2020. Il y avait des intempéries. Le pouvoir adjudicateur et l'adjudicateur ont décidé ensemble de conclure un avenant sur la manière dont ils allaient gérer ces intempéries. Alors, un exemple particulier, par exemple, vous êtes en société momentanée et un des membres de la société momentanée est défaillant, il tombe en faillite, par exemple. Alors, dans ce cas, c'est difficile d'appliquer le régime du remplacement qui est prévu à l'article 12/3, puisque, en fait, c'est seulement un des membres qui est dans la société momentanée qui est en défaillance, et donc ça pourrait constituer une modification substantielle. Il y a eu peu de jurisprudence sur ce cas, mais ce qu'il en sort d'une analyse de la doctrine et de la jurisprudence française, c'est que c'est une modification substantielle du marché, et donc il faudrait procéder à une nouvelle mise en concurrence.
Mais pour éviter cela, voilà, on invite à gérer le problème en amont et aussi à évaluer son risque. Premièrement, on peut conclure une convention contourant entre les associés momentanés. C'est notamment le cas lorsque vous vous associez régulièrement en matière de marché public avec le même associé. Donc, dans ce cas-là, le solde négatif d'un marché ouvre créance à concurrence du solde positif sur les autres marchés et ce sera opposable en procédure de réorganisation judiciaire et donc vous pourrez récupérer au moins une partie du préjudice. Alors, on vous invite aussi à évaluer son risque. Évaluer son risque, 3 manières. En cas de résiliation, c'est les dommages et intérêts, c'est-à-dire le surcoût lié à une nouvelle passation. Et plus on avance dans l'exécution du marché, plus le surcoût est petit, puisque le pouvoir adjudicateur va repasser un marché uniquement pour la partie qui reste à exécuter. Ensuite, en cas de résolution fautive, alors là, c'est un maximum de 10%, puisque la résolution fautive va emporter le bénéfice du cautionnement et les indemnités de retard. Et en cas de marché pour compte, dont le risque est fort théorique, donc on ne va pas l'aborder ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien évaluer son risque. Qu'est-ce que je risque en cas de défaillance? Il faut être proactif, en fait, pour bien gérer les circonstances imprévisibles. Et ensuite, mais ça, je vais passer brièvement parce que je sens que ça sera abordé dans la dernière partie par Maître Duchâtelet. Comment prendre en compte ces imprévus? Il faut prévenir le pouvoir adjudicateur par écrit dans les 30 jours et transmettre au pouvoir adjudicateur une justification chiffrée. Attention, la sanction, c'est l'irrecevabilité de la clause de réexamen. Je cède la parole à Maître Duchâtelet pour la 4e et dernière question, qui est la formalisation des modifications en marché public. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie Maître Fatalini. Donc, on va aborder cette dernière question du programme de ce jour, et donc qui est la formalisation des ordres modificatifs, et donc qui s'intéresse plus spécifiquement au régime prévu par l'article 80 du RGE. Donc, qui là, ici, s'intéresse spécifiquement au marché de travaux. Donc finalement, comme je vous l'ai dit, la base légale, c'est l'article 80 du RGE. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous la lire, je pense que vous en êtes tous capables. Petite question ici qui est pour vous. Donc, on a vu dans la première partie qu'il y avait des modifications qui devaient faire appel à une clause de réexamen. Est-ce que selon vous, on est face à un type de modification qui prévoit le passage par une clause de réexamen? Est-ce qu'une clause de réexamen doit être prévue dans les documents du marché pour pouvoir retourner des ordres modificatifs? Donc, je vous laisse répondre au sondage qui s'affiche dans le chat. Qui permet de voir ceux qui ont écouté. Voilà, et donc effectivement, c'est une victoire assez écrasante du non, et la majorité a effectivement raison. Donc on est dans l'hypothèse d'une modification qui ne nécessite pas de clause de réexamen, donc ça ne doit pas être prévu par les documents du marché. Et donc, quelles sont les conditions pour pouvoir mettre en œuvre cet article 80 du RGE? Alors, on exige un ordre écrit du pouvoir adjudicateur. Donc, le principe, c'est qu'il doit être communiqué par recommandé. La pratique admet néanmoins, et la réglementation admet néanmoins également, qu'on fasse cette pratique, qu'on fasse ces ordres modificatifs pour les modifications de peu d'importance, une importance vraiment minime. On parlerait par exemple de changer de référence pour des robinets ou autre. C'est vraiment par exemple dans un bâtiment, j'imagine, hein. On admettrait que ça se fasse par le journal des travaux. Donc, chaque marché public voit tenir un journal des travaux, en tout cas dans les marchés de travaux, et donc, évidemment, on admet que ces ordres modificatifs peuvent être validés par ça. Alors, on peut également avoir le cas d'un ordre verbal
qui est opposé par écrit au pouvoir adjudicateur et qui n'est pas démenti dans les 3 jours ouvrables. Donc, si le pouvoir adjudicateur vous adresse un ordre modificatif oralement, il doit être opposé par écrit, donc par un envoi recommandé ou par un mail au pouvoir adjudicateur, et celui-ci ne doit pas le contester dans les 3 jours ouvrables. À ce moment-là, effectivement, l'ordre modificatif est réputé accepté. Comme je vous l'ai dit, vous avez le cas spécifique des travaux mineurs et qui sont des modifications mineures et qui sont effectivement inscrites dans le journal des travaux. Donc, c'est par exemple, imaginons, comme je vous dis, vous avez une référence de robinetterie qui est prévue dans le marché. Celle-ci est malheureusement indisponible et vous en avez une qui remplit la plupart des critères et qui est d'un prix plus ou moins similaire. C'est une modification mineure. Alors ici, dans notre fil conducteur, je sais qu'on parlait d'une maison des parlementaires. Si, dans un ordre modificatif, on décidait de changer la robinetterie par une robinetterie en or, à ce moment-là, malheureusement, on n'est pas dans une modification qui peut être considérée comme mineure. Donc, ça ne pourrait pas passer par le journal des travaux. Alors, un ordre modificatif, ça doit également préciser à ce moment-là s'il va y avoir une prolongation du délai, puisque effectivement, ça peut demander des travaux complémentaires et ça peut avoir un impact sur le délai de réalisation des travaux. Donc, l'ordre modificatif doit préciser effectivement si on prévoit des jours ouvrables supplémentaires pour l'exécution des travaux au bénéfice de l'adjudicataire ou si justement on exclut tout délai supplémentaire pour l'exécution. Alors, cette position peut toujours bien évidemment être contestée par l'adjudicataire. Alors, les ordres modificatifs peuvent prévoir effectivement se concrétiser de 3 manières. Donc, c'est la réalisation de travaux non prévus, le retrait du marché de travaux initialement prévus, ou d'autres modifications. C'est par exemple changer le système. Ça peut être changer un système ou autre, un accessoire du marché. Imaginons finalement, vous avez prévu des luminaires qui s'allument finalement manuellement et s'éteignent manuellement, mais en cours de marché, vous vous dites finalement, est-ce que ce ne serait pas bien de prévoir une automatisation? Ça, vous pouvez le prévoir via des ordres modificatifs et autres, par exemple. Ça peut être des travaux complémentaires, de la réalisation de travaux qui n'étaient pas prévus initialement. Euh, Alors, si ce sont des travaux complémentaires qui ne sont pas initialement, enfin, pour lesquels un poste au cahier spécial, au maîtrise du cahier des charges était prévu, en principe, ce sont les prix unitaires qui étaient d'ores et déjà prévus qui s'appliquent. À défaut, ce sera des prix unitaires à convenir entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire. Alors, il arrive que des travaux modificatifs entraînent une augmentation conséquente d'un poste du maîtrise ou une diminution conséquente. Alors, dans le cadre d'une augmentation des quantités déjà prévues pour lesquelles des postes déjà prévus au maîtrise sont disponibles, alors en principe, les prix sont déjà fixés puisqu'il y a déjà un prix qui a été rendu pour ce poste-là au niveau du maîtrise. Donc, on augmente en fait techniquement les quantités présumées qui seront exécutées réellement. Alors, finalement, si on se rend compte qu'avec ces ordres modificatifs pour un poste, on dépasse du triple des quantités qui étaient estimées au moment du dépôt de l'offre, à ce moment-là, on peut avoir une révision de ces prix unitaires. Il en est de même si les ordres modificatifs aboutissent finalement à une diminution de plus de 20% des quantités prévues initialement. À ce moment-là, l'adjudicataire pourrait demander une révision du prix puisque forcément, on pourrait considérer que les prix qu'il avait pu remettre qui étaient particulièrement avantageux puisqu'il y avait des grandes quantités à exécuter, le seraient sans doute beaucoup moins dans le cadre de quantités plus basses à réaliser. Alors, quant à la demande de révision des prix, donc, ça doit se faire dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'ordre modificatif ou de ce qui en tient lieu. Donc, imaginons dans le cadre d'une modification de minime importance, on pourrait considérer comme de minime importance qui aurait été faite par les journaux des travaux. À ce moment-là, ça se réaliserait, ce serait donc dans les 30 jours de la rédaction du journal des travaux. Si c'est par ordre modificatif adressé par écrit par le pouvoir adjudicateur, c'est dans les 30 jours de la réception de cet ordre modificatif. Et si c'est un ordre verbal, à ce moment-là, ce sera
à dater de la dénonciation au pouvoir adjudicateur et donc à l'expiration du délai de 3 jours qui est prévu pour que le pouvoir adjudicateur puisse réagir par rapport à l'ordre modificatif verbal qui aurait été donné. Et cette communication de la demande de révision doit être obligatoirement faite par écrit. Si elle a lieu au-delà du délai de 30 jours, c'est un délai qui est prévu à peine de déchéance. Donc on ne peut plus revenir après, c'est perdu et vous ne pourrez plus faire cette demande. Et un juge devrait considérer que celle-ci n'est pas valable. Alors, vous avez fait votre demande de révision, le pouvoir adjudicateur n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut stopper le marché ou pas? Alors non, vous n'avez pas le droit de stopper le marché. S'il n'y a pas d'accord, la réglementation prévoit que le pouvoir adjudicateur fixe d'autorité les tarifs du poste. Mais à partir du moment où vous avez fait votre demande dans les 30 jours, que le pouvoir adjudicateur a refusé, vous avez toujours bien évidemment l'opportunité d'aller contester en justice ces montants. Mais donc vous ne pouvez pas retarder l'exécution, mais tous vos droits sont saufs pour aller obtenir le montant que vous estimez correct par rapport à ce poste, vu la diminution notamment des quantités qui devraient être réellement exécutées. Donc voilà, mais donc il faut faire attention que les délais en marché public sont relativement courts pour une action, puisqu'on parle de 30 mois datés de la réception provisoire, la réception provisoire du marché. Donc c'est un délai qui est relativement bref. Voilà, on va en terminer là. Je vais répondre à vos questions également, puisque je vois qu'il y a plusieurs personnes qui interpellent. Je vois la question notamment dans le chat de Monsieur De Vlieger qui demande si le recours en justice est suspensif. Mais effectivement, à partir du moment où vous avez introduit un recours dans les délais, en tout cas, le délai d'échéance du recours est suspendu, donc le délai de prescription ou le délai de forclusion, puisqu'en matière de marché public, on parle notamment d'un délai de forclusion. Ce qui a quelques incidences pratiques, même si l'effet reste relativement le même. Maintenant, c'est pas parce que vous avez fait un recours en justice parce que le pouvoir adjudicateur a refusé votre modification de prix que ça veut dire que le marché est suspendu. Vous devez quand même continuer à exécuter le marché, mais au niveau des délais, ça veut dire que le recours est introduit valablement au niveau judiciaire et donc les délais et autres de forclusion sont effectivement suspendus et interrompus. Je vois que Madame Miko Isabella a une question. Je vais réactiver votre micro. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, en fait, vous avez cité le dépassement du triple de quantité Oui. pendant l'exécution d'un marché. Mais en fait, si je me trompe pas, il s'agit de quantités présumées. Et donc, l'article 80, je pense, de l'arrêté exécution. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'augmentation des quantités forfaitaires? Dans le sens, imaginons que pendant un chantier, l'entrepreneur a remis offre pour une quantité de maçonnerie. Il se donne compte que les quantités indiquées dans le maîtrise ne sont pas suffisantes pour couvrir en fait la réalisation de cette maçonnerie. Est-ce qu'on peut dire que lui, en vertu de la passation du marché et du fait qu'il a remis offre pour ça, pour une quantité, il doit se tenir à son offre et donc réaliser les travaux en plus, ou il a droit de nous demander effectivement un supplément de prix? Alors, c'est une très bonne question et qui est assez complexe puisque en principe, normalement, quand vous remettez une offre, effectivement, vous êtes censé avoir pris de connaissance et si vous vous rendez compte que le pouvoir adjudicateur a été un petit peu trop optimiste dans ses estimations, un peu à la baisse, j'ai envie de dire, normalement, vous seriez tenu de le dénoncer au moment avant de remettre une offre. Vous devriez en tout cas proposer une correction au pouvoir adjudicateur qui serait libre de l'accepter ou pas. Ça, c'est le principe. Maintenant, j'entends bien également aussi que, en général, quand vous recevez le cahier des charges et autres, ce n'est pas évident de pouvoir examiner, vous avez peu de délai pour remettre une offre et c'est pas évident de déterminer, de repérer les erreurs du pouvoir adjudicateur au moment de la soumission. Mais le principe de la réglementation, c'est de dire qu'en principe, on peut plus prévaloir des erreurs, éventuellement des documents du marché, après la remise des offres. Maintenant,
si vous voyez que vous avez une explosion effectivement de quantité, qu'il n'y a pas d'ordre modificatif et autres, il faudrait voir si on ne pourrait pas retomber sur une des hypothèses des circonstances imprévisibles. Donc vous avez l'article 38.2 ou éventuellement l'article 38.9 avec le préjudice anormal, puisque effectivement, si vous avez une explosion comme ça des quantités à réaliser, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y aurait un bouleversement de l'équilibre contractuel du marché? Ce qui est une condition en principe à marché, il ne doit pas y avoir de bouleversement de l'équilibre contractuel. Et donc, mais alors il faut le dénoncer relativement rapidement parce que c'est ça qui est aussi compliqué puisque vous avez en matière de pour l'article 38.9 pardon, notamment vous avez un délai de dénonciation de 30 jours. Donc vous devez dénoncer, vous ne devez pas donner votre dénonciation chiffrée à ce moment-là. Ça, vous avez un autre délai, mais vous devez dénoncer à partir du moment où vous vous rendez compte que à ce niveau-là, ça va complètement déraper. Vous avez 30 jours pour pouvoir le dénoncer au pouvoir adjudicateur, sinon vous êtes forclos pour le dénoncer. Mais donc, en principe, on devrait pouvoir retomber sur ses pattes de ce point de vue-là via l'article 38.2 ou l'article 38.9. Ce sera à voir en fonction du cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais dans le sens, mais j'imagine qu'alors il n'y a pas un article ou une expression qui dit en fait si on dépasse le triple de quantité, il n'y a pas une règle spécifique, il faudra évaluer. Ici, pour un poste forfaitaire, le principe du forfait, c'est que vous avez rendu un prix pour faire ce travail-là. Et alors, c'est toujours un peu risqué, donc voilà. Mais pour le principe du forfait, non. C'est quand c'est des postes en quantité présumée, effectivement, à ce moment-là, on peut le remarquer, mais il n'y a pas d'article spécifique qui prévoit cette explosion dans les quantités forfaitaires qui seraient prévues. Ok, merci. Et donc, ce serait via des autres articles qu'on devrait pouvoir invoquer, on devrait essayer de retomber sur ses pattes. Ok. Et donc, ça dépend un peu au pouvoir adjudicateur d'être. Après, vous le soumettez au pouvoir adjudicateur, il est libre ou non d'accepter, il va peut-être plutôt avoir tendance à refuser de base en disant mais vous aviez qu'à le prévoir, c'était un poste forfaitaire, vous aviez qu'à le dénoncer avant. Après ça, est-ce qu'un juge ne va pas considérer que le pouvoir adjudicateur est trop absolu dans son opinion? Ça, c'est autre chose aussi. Mais on peut imaginer effectivement qu'on aurait une ouverture par ça et qu'un juge apprécierait ça de manière assez pragmatique dans son cas. Très bien, merci. Voilà. Je ne sais pas qui d'autre a une question. Peut-être, oui. Attendez, je vois madame. On peut peut-être activer le micro de la personne qui a levé la main dans le chat. Je n'y arrive pas moi-même. Donc, madame Montelier, si vous pouviez peut-être activer votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait, merci. Merci pour votre exposé. Je voudrais revenir sur l'article 80 Oui. du RGE. Vous nous avez expliqué qu'en cas de diminution de commande, l'entreprise a droit à 10% de la diminution, peu importe les plus et les moins. On va dire ça comme ça. Oui, ça c'est une diminution. Maintenant, l'article 80 est différent puisque donc vous avez toujours le jeu des quantités présumées. Maintenant, si le pouvoir adjudicateur. Oui, j'imagine un ordre du pouvoir adjudicateur. C'est ça. Et donc, si vous dites, par exemple, vous avez, imaginons, tout le chauffage qui serait prévu dans le marché, et puis le pouvoir adjudicateur vous dit, non, finalement, le pouvoir adjudicateur, vous ne le faites plus, vous avez droit à 10% de ce montant-là. Oui, alors c'est justement là-dessus que je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez de la jurisprudence là-dessus? Parce que j'ai en tête, sauf erreur, un arrêt d'une cour d'appel de 2013 ou 2014 qui est encore référencé dans des ouvrages qui font autorité. Certains pouvoirs adjudicateurs l'invoquent pour dire non, si vous avez eu des suppléments et qu'au final, le montant total de la commande n'a pas diminué, vous n'avez pas droit à cette indemnisation. J'ai de la jurisprudence, effectivement, et de mémoire, le texte même prévoit lui-même qu'on ne tient pas compte des augmentations ultérieures du marché. Mais oui, ça, si vous voulez, si vous nous envoyez votre adresse mail, je peux volontiers, je peux vous donner les références de l'arrêt de la cour d'appel qui date, mais qui est parfois ressorti par certains pouvoirs adjudicateurs. C'est quelle cour d'appel? J'ai en tête que c'est Mons. Oui, alors Mons a parfois aussi une jurisprudence qui est un petit peu différente de Liège et Bruxelles.
Oui, voilà. mais je peux vous l'envoyer Oui, si de votre côté, vous avez des références plus récentes, parce que je oui. pense que l'arrêt remonte un peu. Hein. Oui, effectivement, c'est vrai que 2013 en marché public, ça fait peut-être une éternité. Oui, tout à fait. Merci. De rien. Madame Lurquin? Oui, vous m'entendez? Oui. D'abord pour dire que je suis tout à fait d'accord avec Madame Montelier. Moi aussi, dans la pratique, on nous fait toujours des compensations entre les décomptes en plus et les décomptes en moins. Donc, je vous enverrai aussi mon adresse mail parce que votre jurisprudence m'intéresse. D'accord. L'autre question que j'avais, c'est à propos toujours de l'article 80 qui prévoit que les prix sont à convenir, les prix nouveaux sont à convenir. C'est ça. Quelle est la validité de la disposition du cahier spécial des charges qui impose les pourcentages en bénéfices, frais généraux, frais de chantier, etc. Parce qu'alors, c'est plus un prix à convenir, puisqu'on nous a déjà imposé à l'entrepreneur une grosse partie de son prix en lui disant « Vous prendrez le prix de votre sous-traitant, vous mettrez 10% dessus et ce sera le prix à convenir. » C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre là comme ça tout de suite. Ce que je vous propose, c'est de m'envoyer ça par mail et je tenterai d'y répondre brièvement. Ce serait sans doute plus simple. Parce que là Très gentil. c'est une très bonne question. C'est une question très intéressante et qui se pose régulièrement, mais là, je vous avoue, je ne sais pas y répondre là comme ça tout de suite, de but en blanc. Pas de problème, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuellement. Oui, alors Monsieur Vonech, vous pouvez allumer votre micro. Et après, ce sera Madame Meurice. Donc, Monsieur Vonech? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Concernant les exigences de classe pour les sous-traitants, vous disiez tout à l'heure que les sous-traitants doivent répondre aux exigences du marché. Est-ce que c'est concernant la part de marché sous-traité? Imaginons un sous-traitant juste pour placer un parlophone à quelques milliers d'euros sur un marché de 3 millions. Je présume qu'il ne doit pas respecter l'exigence. Non, dans ce cas-là, effectivement, dans ce cas-là, il ne doit pas respecter. C'est notamment dans le cas où vous faites appel au sous-traitant pour rentrer dans les des conditions. Vous faites appel notamment aux références du sous-traitant et à l'agréation du sous-traitant pour exécuter le marché. À ce moment-là, il doit être agréé. C'est souvent l'exigence qui se pose. C'est un tiers alors? Oui, c'est un tiers, oui. Ok, merci. Madame Meurice? Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, j'ai posé la question dans le chat, mais quand on a parlé de la circonstance imprévisible soulevée par l'adjudicateur, circonstance qui lui permet d'obtenir une prolongation de délai d'exécution, est-ce que, au-delà de ce délai complémentaire, il peut également obtenir une indemnisation pour ses frais d'installation et d'encadrement liés à cette prolongation ou pas? Oui, en principe, il pourrait l'obtenir. Maintenant, attention pour de mémoire, à l'article 38.9 prévoit notamment qu'il y a qu'il y a un préjudice minimum, si on parle du préjudice important. Et donc, il faut être au-dessus de ce seuil. Je pense que de mémoire, c'était 1,5% du montant du marché. 2,5, oui. 2,5, pardon, voilà. Ouais. Mais donc, il faudrait être également au-delà de ce montant, mais on pourrait effectivement obtenir, on pourrait justifier d'obtenir une indemnisation, effectivement. Ok, merci. Oui. Et je vous avoue être intéressée aussi par la réflexion autour de l'article 80, paragraphe 5, pour l'indemnisation de 10%. Je ne sais pas si ça fera l'objet d'une nouvelle formation ou si éventuellement vous pourriez communiquer le résultat. Mais alors à ce moment-là, envoyez-moi un petit mail aussi, comme ça j'aurai le listing des personnes qui sont intéressées par la jurisprudence. Je vous enverrai ça. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, nous sommes de toute façon disponibles par mail. Il suffit de vous connecter sur le site Lexing et alors vous trouvez facilement nos adresses mail. Je vous remercie pour votre attention.